on va illustrer par quelques cas cliniques tout ce qui a été montré. On a vu beaucoup de plaques théoriques, de statistiques, etc. On va essayer maintenant de montrer quelques cas pratiques. Donc d'abord, pourquoi cette soirée, puis pourquoi de multiples intervenants? D'abord parce que c'est dans les recommandations européennes qui viennent d'être publiées il y a 6 mois, nous rappellent d'abord que le diagnostic est difficile. Ça, Jean-Paul l'a bien expliqué. Il a bien expliqué qu'un scanner pouvait en théorie départager les 3 grandes classes de syndrome douloureux thoracique, c'est-à-dire les maladies thromboemboliques, les syndromes coronariens aigus et les aortopathies. Bon, malheureusement, il nous a expliqué que ce n'était pas aussi facile que ça, parce que ce n'est pas les mêmes temps, c'est souvent plusieurs examens qui sont nécessaires. Mais enfin, en tous les cas, il y a besoin d'une collaboration, clairement, entre les radiologues qui nous font des imageries de qualité, sans lesquelles on ne peut pas travailler sur ces pathologies, les cardiologues interventionnels, les chirurgiens, les réanimateurs et les cardiologues médicaux. Je pense à Jean-Pierre, qui nous aide beaucoup avec ses échographies notamment. Donc le diagnostic, il est souvent difficile. Je vais commencer mon topo en remontrant le cas qu'avait montré Jean-Paul, sur lequel on a fait un traitement, mais on ne sait vraiment pas pourquoi elle était là en fait. Et en tous les cas, ce qu'il y a de clair, c'est que tous les registres montrent que les malades ont un meilleur pronostic s'ils sont pris en charge dans des centres qui se sont rodés à la prise en charge des aortopathies, ce qu'on appelle les aortic teams, qui sont des centres multidisciplinaires où les dossiers sont staffés entre radiologues, chirurgiens, etc., comme je l'ai dit, et qui travaillent la culture de ces pathologies et qui travaillent des traitements spécifiques. Donc on va essayer de montrer quelques thèmes. Alors nous, ce qui nous a beaucoup fait progresser aussi, c'est de faire de la valve, hein, parce qu'on travaille en valvular team depuis maintenant des années à l'Institut, et c'est vrai que beaucoup de choses qu'on a appris dans le domaine des valves sont transposables au domaine des aortopathies. Alors voilà le cas dont parlait Jean-Paul tout à l'heure. Alors c'est une dame de 84 ans, vous voyez, qui est obèse, diabétique, hyper tendue, et elle fait une première douleur thoracique dorsale hyperalgique, très intense, durant plusieurs heures, en septembre. Donc Jacques Teboul, qui la voit, lui demande un scanner parce qu'il suspecte une aortopathie. On trouve une petite ulcération aortique de quelques millimètres de diamètre, secteur sur l'aorte thoracique descendante. Traitement médical conventionnel, bêta-bloquant, calcibloqueur, tout ça, elle évolue très bien, elle ne souffre plus, elle rentre chez elle, et on la revoit donc il y a 2 mois, même pas 1 mois, avec récidive de la même douleur. Donc on lui refait un scanner que vous a montré Jean-Paul, et là on voit toujours la petite ulcération, vous voyez. Donc Jean nous a bien expliqué qu'on pouvait affirmer l'ulcération parce qu'elle passe l'intima, là, hein, tu es d'accord, les calcifications. Puis on voit autour de cette ulcération, ce qu'il n'y avait pas sur le premier scanner que vous a montré Jean tout à l'heure, un hématome pariétal qui s'étend de part et d'autre, qu'on voit très bien ici aussi. Voilà, donc pour nous c'est un ulcère un petit peu évolutif en 6 mois, des récurrences douloureuses. Donc le scanner il nous donne aussi les mensurations, comme il vous l'a dit, de l'aorte au-dessus, au-dessous pour choisir la taille du stent. Et il nous donne aussi l'angle de travail qu'on va prendre. Par exemple, si on veut se mettre perpendiculaire à l'ulcération, on peut calculer l'angle qu'on va prendre en radio. Donc ça nous économise de l'iode. Alors chez elle, on avait 2 raisons de traiter cet ulcère. D'abord, c'était des récurrences douloureuses, et elle a fait plusieurs récurrences douloureuses dans le service avant qu'on la traite. Donc un tableau douloureux mal maîtrisé. Puis aussi l'association hématome-ulcère pénétrant, qui classiquement est de mauvais pronostic, parce que l'ulcère pénétrant favorise l'évolution de l'hématome vers la dissection. Donc on décide de lui mettre un stent graft. Alors on part d'emblée sur l'incidence qu'on avait repérée sur le scan. Effectivement, on repère l'ulcération ici, qui est toute petite, vous voyez, qui n'est pas évidente. Là, clairement, c'est le scanner qui est supérieur à l'angiographie, mais ça c'est uniquement pour repérer par rapport aux vertèbres où on devait lâcher le stent. Mais tout était prémédité sur les mensurations faites au scanner. Et puis, comme vous l'a dit Jean-Paul, on avait quand même été alerté sur le scan par des calcifications massives du tronc commun. Donc je lui shoote le tronc et on trouve une sténose subtotale, vous voyez, de l'ostium, en fait c'est une lésion tronco-ostiale de l'interventriculaire antérieur. Voilà. Bon, donc là, comme pour nous c'était quand même un tableau d'aortopathie première, donc on décide de lui mettre le stent graft, dans le même temps d'ailleurs que le bilan angiographique, puis dans un deuxième temps de lui dilater la coronaire avec quelques semaines plus tard pour ne pas risquer une forte dose d'iode. Donc on fait ça comme on fait un TAVI, c'est-à-dire on pique l'axe controlatéral, on repère le meilleur axe qu'on va garder pour monter la prothèse. Les prothèses font quand même 7 à 8 mm de diamètre, hein, pour les introducteurs, c'est énorme. Vous en avez ici d'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Vous avez des prothèses montées sur le cathéter et des prothèses déployées, vous verrez à quoi ça ressemble.
Donc on choisit le meilleur axe pour monter la prothèse, on pique on fait la ponction angio-guidée pour piquer la fémorale commune à l'endroit où elle est le moins pathologique. Chez elle, le scanner avait montré qu'elle avait des zones athéromateuses avec des diamètres à 5 mm sur les iliaques, donc on commence par dilater l'iliaque avec un gros ballon, puis ensuite on met la prothèse, bon sans difficulté, là vous voyez, on la voit pas très bien, mais enfin on voit le ressort de la prothèse déployée qui couvre toute la aorte thoracique descendante. Et on finit donc voilà, on finit en vérifiant qu'on n'ait pas abîmé l'axe, en faisant une injection de contrôle, après suture de l'axe, suture percutanée. Voilà la prothèse qui a été utilisée chez cette patiente, que vous avez ici sur la table. Donc ici vous avez la prothèse compactée sur son porteur. Et pour la délivrer, ben c'est du nitinol, c'est-à-dire c'est un acier à mémoire de forme qui va se déployer comme un ressort dès qu'on le délivre. Donc en fait, elle est repliée, suturée. Quand on enlève la suture, ça déploie le ressort. Et cette prothèse a l'avantage d'être très bien étudiée à ses extrémités, notamment pour ne pas déchirer l'aorte. Et elle est très souple par ce mouvement en écaille de poisson de son stent. Voilà, donc la prothèse a été mise, et puis 8 jours plus tard, eh bien, elle revient pour la même douleur dorsale. On l'avait envoyée en maison de convalescence, donc on a anticipé l'angioplastie du tronc qui était programmée, donc on a piqué l'axe par lequel on est passé, vous voyez au passage qu'on ne l'a pas abîmé, hein, 8 jours après il est parfait. Et donc on a dilaté cette lésion du tronc et de l'IVA par la méthode classique. Hein. Donc vous voyez que voilà, la méthode classique, c'est de prédilater avec un ballon, puis ensuite on met un stent qui couvre le tronc et l'IVA. Et en général, quand on fait ça, bien, le stent, une fois déployé, comprime l'ostium de la circonflexe, ce qu'on voit ici. Donc on gonfle 2 ballons en même temps, l'un dans l'IVA, l'autre dans la circonflexe pour bien dégager la carène. Vous voyez qu'on dégage la carène. Et ensuite, cette patiente avait aussi une lésion de l'IVA moyenne, donc on lui a mis un stent sur l'IVA moyenne avec un bon résultat final. Voilà, et là, quand on a gonflé le ballon, à chaque fois elle redisait « j'ai ma douleur dans le dos ». Donc chez elle, est-ce qu'on a bien fait de traiter son orthopathie? J'en sais rien, mais enfin elle avait une association de 2 pathologies. Pour dire que ce n'est pas des problèmes simples, c'est vrai qu'il faut être vigilant, comme l'a dit Jean-Paul, sur l'analyse du scanner. Alors c'est des problèmes complexes parce que souvent, comme Jacques vous l'a dit en introduction et comme l'a rappelé Jean-Paul, il y a une multitude d'aorthopathies associées, c'est vraiment des aorthopathies multiples, des grenades dégoupillées. Alors cet homme de 74 ans, lui, il a fait un hématome pariétal aortique, je pense que les radiologues seront d'accord sur le diagnostic, compliqué de la formation on peut parler là quand même d'un anévrisme sacciforme, je pense, géant, qui fait plus de 20 mm de diamètre avec une espèce d'excroissance ici, sous les TSA. Hein. Et ça a été révélé non pas par une douleur, mais par une dysphonie sur compression du récurrent gauche. Donc c'est l'ORL qui a fait le diagnostic, qui a demandé un scanner, qui a trouvé. Au départ, il pensait que c'était une tumeur parce que c'était thrombosé. Le scanner a été fait à l'hôpital de Grasse, il évoquait une tumeur du médiastin. Mais en fait, quand on fait les reconstructions de l'aorte et un temps aortique bien injecté, on voit en fait que c'est un faux anévrisme complètement thrombosé de la crosse de l'aorte. Vous êtes d'accord ? Et si on analyse le scanner, donc il faut faire des reconstructions en 3D et bien l'analyser, eh bien on voit que cet anévrisme sacciforme, il repose sur un hématome intramural qu'on voit ici, qu'au sein de cet hématome intramural, ben, un peu plus loin, à hauteur de l'isthme, il y a une autre ulcération ici. Et est-ce qu'on peut le couvrir? Au départ, on avait dit staffer le dossier avec Marc-Paul Francisi, on envisageait de simplement réimplanter la sous-clavière gauche, parce que c'est une vertébrale gauche dominante, dans la carotide et ensuite de mettre un stent graft au ras de la carotide gauche. Mais en fait, quand on regarde bien les coupes, on voit sur ces 7 coupes-là, voilà, sur la coupe d'en haut, là on voit le trait bleu, vous voyez, il est en amont du TABC et on voit que l'hématome il va jusqu'au TABC. Donc clairement, si on avait posé un stent graft au ras de la carotide primitive gauche, on ne couvrait pas la zone pathologique amont et qu'on ne protégerait pas le malade de l'évolution de ce faux anévrisme. Donc chez lui, on a décidé de faire une technique multidisciplinaire, c'est-à-dire je crois que c'est Jacques Teboul qui lui a réimplanté les 2 troncs artériels brachiocéphaliques, puisqu'auparavant Marc-Paul avait suturé la sous-clavière dans la carotide primitive gauche. Donc on se retrouve avec deux TABC, un droit et un gauche, qui ont été réunis sur un tube en Y et réimplantés donc, dans l'aorte ascendante, je crois sans CEC. Hein. Vous faites ça sous clampage latéral sans CEC, donc c'est une chirurgie relativement
légère et bénigne, qui évidemment nous déplace complètement l'origine des TSA. Donc après on a une très belle porte d'atterrissage pour mettre un stent graft chez ce malade, ce qui a été fait donc avec la technique que je vous ai montrée. Le stent graft aura, ici on voit la réimplantation des TSA par Jacques sur un tube, et par Marc-Paul qui avait réimplanté la sous-clavière préalablement dans la carotide. Et donc il nous a même mis un marqueur radio-opaque ici pour qu'on sache où atterrir le tube. On atterrit vraiment le tube au millimètre où on veut avec les prothèses modernes, et ensuite là on avait été obligé de le plaquer avec un ballon basse pression pour bien faire l'hémostase avec un excellent résultat et des suites simples. Voilà, maintenant on va parler des dissections. Là on a parlé des hématomes. Donc la dissection aortique, comme on vous l'a dit, l'image de Stéphane est très bonne. Vous croyez avoir eu la peau de l'ours, mais on n'en a jamais fini avec ces maladies. C'est pas, on en discutait en préparant cette soirée là, avec les réanimateurs qui disent les patients et les familles ne comprennent pas qu'alors qu'ils ont été opérés, il faut encore s'en occuper, qu'ils posent des problèmes. C'est une maladie complexe. Et vicieuse. Alors voilà un patient qui a une dissection qui a priori s'annonce comme une dissection relevant d'un traitement médical, 64 ans, hypertendu, donc 14 mars 2014, tableau douloureux thoracique typique, irradiation dorsale, lombaire, admis dans un hôpital général où on pose le diagnostic de dissection de type B. Il nous est transféré pour surveillance. À l'admission, tout se passe très bien. Il est bien contrôlé sous calci-bloqueur, bêta-bloquant. Il est confortable, il n'a pas mal, il n'a pas d'asymétrie des tensions, membre supérieur, membre inférieur, droite-gauche, tout va bien. Stéphane le voit, il préconise une surveillance médicale, mais il me dit jette un œil au scanner quand même, et puis donc je passe le voir 2 heures après, j'examine le malade et je suis frappé parce que quand même il a un abdomen totalement qui est indolore certes, sans défense ni cyanose, mais un silence abdominal total, puis il décrit des nausées, des frissons, l'anesthésiste me dit il a des lactates élevés. Bon bref, on revoit le scanner qui a été fait en hôpital périphérique quelques heures avant. Alors on voit ce qu'on vous a décrit, c'est-à-dire une dissection de type B qui respecte l'aorte ascendante, mais sur l'aorte, sur l'isthme, on voit une porte d'entrée monumentale déchirée. Ici, un très large faux chenal. Ici, sur ces coupes, ici, vous voyez la porte d'entrée qui est juste à la face inférieure, ici, l'aplomb de l'isthme. On voit que... voilà. On voit que le diamètre maximal de l'aorte est déjà supérieur à 6 cm, 62 mm, donc on sait que lui, de toute façon, il faudra lui mettre un stent graft assez rapidement, parce qu'il est déjà dans la cote d'alerte qui est de 60 mm pour mettre un stent graft. Ici, on voit la dissection avec un trait spiroïde très complexe. Et surtout, quand on regarde le scanner, malheureusement, ça ne déroule pas. Peu importe, on est en cliché statique. Donc quand on voit le scanner, on voit ça, on voit que la rénale gauche, elle naît de la vraie lumière. Alors là, comme vous l'a expliqué Jean-Paul, la vraie lumière, c'est souvent la plus écrasée, la plus petite. Mais surtout, il y a le signe de la convexité, c'est-à-dire que la tunique déchirée, en général, bombe, et sa convexité désigne le faux chenal. C'est-à-dire qu'elle se raccorde avec cet angle à la vraie lumière. Et donc le faux chenal il est là, la vraie lumière est là, donc on a une rénale qui naît de la vraie lumière, l'autre rénale naît du faux chenal. On a un tronc cœliaque qui est disséqué à l'origine mais qui perfuse bien. La mésentérique inférieure, elle est là, elle naît de la vraie lumière. On voit ici 2 lombaires qui naissent du faux chenal, ça c'est important pour nous. Ça veut dire que si elles naissent du faux chenal et qu'elles circulent, c'est obligatoirement que leur ostium est arraché. Donc ça veut dire que là, on peut aller chercher un trou dans le flap pour passer un ballon et fenestrer si nécessaire. Et on voit que la mésentérique supérieure, le trait de dissection passe dans la mésentérique supérieure. Et quand on fait une reconstruction de la mésentérique supérieure, on voit qu'elle est totalement obstruée après la naissance d'une hépatique. Donc elle est bouchée sur pratiquement toute sa longueur et mal réinjectée en distalité par des collatérales venant de la mésentérique inférieure. Donc on passe en salle de cathé en urgence, effectivement le scanner, vous voyez l'occlusion de la mésentérique supérieure. Donc on fait une... Ah zut, ça va peut-être pas passer... Mais non, je suis désolé, ça passe pas. Bon, il avait une occlusion complète de la mésentérique supérieure. Donc on a désobstrué par angioplastie conventionnelle, avec une complexité, parce que la dissection prenait toutes les ramifications, et qu'on a stenté avec des suites simples. Donc les suites ont été simples, il va bien 1 mois, on lui fait un contrôle scanographique à un mois.
C'est important, et le contrôle scanographique montre une évolution très rapide vers une menace de rupture. C'est-à-dire quand on fait les mensurations, il est passé de 62 à 87 mm en 4 semaines. Donc là, je le vois en consultation avec le scanner que vous veniez de faire, je l'ai hospitalisé en urgence, là on n'a même pas pris le temps de lui réimplanter la sous-clavière dans la carotide. On lui a condamné la sous-clavière, on lui a mis un stent graft en urgence. Alors le principe du traitement de ces dissections compliquées, c'est qu'il faut absolument fermer la porte d'entrée pour décompresser le faux chenal et pour obtenir qu'il se thrombose par stagnation. Donc la porte d'entrée chez lui, c'était exactement ça, c'est un schéma de Ninaber, c'est la porte d'entrée, le faux chenal ici. Ben, il faut mettre un stent graft qui couvre largement l'orifice d'entrée, ce qui fait que la dissection ne sera plus alimentée que par l'orifice de sortie, mais toute cette partie borgne va se thromboser. Dans 70% des cas, elle se thrombose de fait après la pose d'un stent graft. Donc c'est ce qu'on a fait chez ce patient. Vous voyez la porte d'entrée ici, l'anévrisme ici qui atteint 89 mm de plus large diamètre. Donc on lui a mis un stent en respectant les recommandations, c'est-à-dire de couvrir au moins 2 cm d'aorte saine en amont de la porte d'entrée, etc. Voilà le stent qu'on a utilisé chez lui, c'était un Cook, bon, peu importe. Et donc voilà, après la pose du stent, vous voyez, ça c'est le scanner à 1 mois, ben, déjà ça s'est totalement thrombosé autour. Voilà donc le scanner à 1 mois, vous voyez que c'est thrombosé jusque là, et là on voit la partie basse du faux chenal qui est réinjectée par l'arrachement de l'ostium du tronc cœliaque et de la mésentérique supérieure, et on voit au passage que la mésentérique supérieure, je l'avais désobstruée 1 mois avant, est bien perméable. Et ça c'est le contrôle à 18 mois qui est particulièrement satisfaisant au niveau de l'aorte thoracique, puisque vous voyez que non seulement il a thrombosé son faux chenal, mais en plus l'hématome s'est complètement résorbé, il a une aorte qui est impeccable. Malheureusement, on n'en a jamais fini, hein. C'est comme disait Stéphane avec la peau de l'ours, ce malade est quand même mort parce qu'il avait développé une évolution anévrismale de son aorte terminale et des 2 axes iliaques, et dont il a été opéré, il n'a pas survécu à l'opération. Donc c'est une histoire dramatique, mais enfin on lui a quand même donné 2 ans de survie confortable en lui traitant son infarctus mésentérique. Alors ça c'est un cas un peu plus complexe qui montre aussi comment on peut collaborer. Donc c'est un patient que Jacques avait opéré en urgence sur un homme de 63 ans, hypertendu. Donc en 2006 il avait eu une première chirurgie d'une insuffisance mitrale sévère, après une endocardite blanchie. Donc il y avait une chirurgie conservatrice avec un anneau mitral, et on le reçoit en octobre 2013 pour une dissection de type A. Et vous voyez qu'au scanner, elle flirtait avec les 2 coronaires, avec la gauche mais également la droite. Donc non, je crois que c'est Michel qui l'avait opéré, il avait fait un réadossement des tuniques au niveau du sinus, et puis il avait mis un tube aorto-aortique. Réadossage des tuniques avec un collage à la bioglu surgée d'après son compte rendu. Et il maîtrisait parfaitement la porte d'entrée. Et puis en post-opératoire, il se met en anurie, et dans les heures qui suivent, donc c'est Jean-Pierre qui lui fait une échographie qui montre une absence de perfusion du rein droit, une malperfusion sévère rénale gauche et de la mésentérique supérieure. Et donc on revoit le scan préopératoire et on décide de l'explorer en urgence. Donc sans refaire de scanner, tellement le malade était grave, il venait d'être opéré, il était difficilement transportable. Donc là c'est uniquement l'angiographie et le scanner. Le scanner qu'on avait vu au départ montrait qu'il avait une dissection au niveau de l'aorte abdominale qui allait sur les rénales. Donc on pique une fémorale, les fémorales n'étaient pas disséquées chez lui, on essaye de remonter dans la vraie lumière et on surveille les pressions. Bon, mon ordinateur est planté, j'ai plus la flèche. Voilà, donc ça c'est la pression, on lui met il y avait une pression radiale, donc ça c'est la pression au bras, ça c'est la pression qui règne, secteur 4 de l'aorte abdominale et à l'entrée de la mésentérique. Donc la malperfusion, c'est ça, c'est le mécanisme, le premier mécanisme, là c'était un flap dynamique, c'est-à-dire comme vous l'a montré Jean-Paul, le faux chenal qui comprimait complètement la vraie lumière, et donc qui empêchait cette lumière de circuler à pression convenable. Et quand on fait l'injection, mais malheureusement je crains que le dispositif me plante. Ouais, il est planté, il ne passe pas. Quand on fait l'injection, on voit exactement ça, on voit la vraie lumière qui est complètement écrasée par le faux chenal et les viscérales qui ne circulent pas. Bon, mais il n'y a rien qui passe. Je peux prendre le fichier source. Ah, le fichier source, c'est trop compliqué.
Donc ce qu'on a fait chez ce malade, peut-être que Laurent, il sait peut-être. Laurent, tu connais le bouton qu'il faut manipuler pour partager les vidéos? Oui, c'est le Mac. À chaque fois, on se fait avoir par ce truc. T'as pas fait un copier-coller? C'est ton ordinateur. Ah ouais, mais il passe très bien. Mais high-tech, il passait très bien, mais là, c'est le truc qui le plante. Là, c'est partage de je sais plus quoi. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tiens, je prends aussi. Vous voyez que la coopération, c'est pas seulement entre disciplines, c'est entre générations aussi. C'est recopie vidéo. Ouais. Ouais, mais il est déjà cloqué. Il est déjà. Ouais. Il est déjà. Bon, c'est déjà cliqué. remets-le, peut-être ça va marcher. Non, désolé, ça ne marche pas. Bon, peu importe. Donc ce malade, au final, il avait une dissection des deux artères rénales, donc je lui ai stenté les deux artères rénales, et il avait une malperfusion par flap dynamique qui lui comprimait la vraie lumière. Donc pour décompresser le faux chenal, je lui ai fenestré l'aorte abdominale. Voilà, donc la fenestration, ça consiste, comme je vous l'ai dit, à repérer l'ostium d'une lombaire arrachée, par exemple, ou l'ostium d'une viscérale, d'une rénale, par exemple, arrachée, et de gonfler un énorme ballon. Nous, on gonfle des ballons de valvuloplastie aortique qu'on choisit sur la taille de l'aorte au scanner. Et là, on lui avait gonflé un ballon de 25 mm sur l'aorte abdominale pour le fenestrer. Il a eu des suites, on l'a sorti de salle avec une égalisation des pressions, une bonne perfusion des deux rénales. Il a eu des suites simples, il a repris sa durèse avec une créatinine à 32 quand même à J8. Puis 3 semaines après, il recasse sa durèse. Alors là, on lui fait un scanner quand même. Il était transportable et le scanner explique pourquoi il était si mal en post-opératoire. C'est parce que le réadossement des tuniques n'a pas tenu. C'est-à-dire qu'il a tout de suite déchiré la suture de la tunique interne et vous voyez qu'il a reconstitué une énorme porte d'entrée immédiatement au-dessus de la suture du tube chirurgical qui est là. Donc avec le flap qui part sur les TSA, ça peu importe. Et ici, on voit au niveau de l'aorte thoracique descendante, la vraie lumière ici qui est complètement écrasée par le faux chenal. En dynamique, ça passe pas, donc je passe. Donc le mécanisme de la malperfusion chez lui, ce coup-là, c'était vraiment un écrasement et même une thrombose de la vraie lumière au niveau de l'aorte secteur 4, pardon. 4 et 5. Donc ce qu'on a fait chez lui, c'est que on a fait un truc un peu sourd, on était sûr qu'en haut c'était pas disséqué, donc on a pénétré un cathéter par la lumérale droite, on est descendu dans la vraie lumière, ensuite on a eu énormément de mal à descendre le secteur 4 parce qu'il était complètement thrombosé, secteur 4-5. Ensuite, on a fait une angiographie de la fémorale qui nous a permis de piquer la fémorale sous contrôle angiographique puisqu'on ne la sentait pas. Et ensuite, on a monté un gros désilé qui nous a permis donc de faire une boucle, c'est-à-dire le leader entrée à lumérale pour sortir à la fémorale contralatérale en passant par la vraie lumière. Et là-dessus, on a monté un stent non couvert. Un stent non couvert qui faisait la jonction entre le tube chirurgical et l'aorte thoracique descendante uniquement pour refouler le flap pour que le sang s'engouffre prioritairement dans la vraie lumière. Et on a ballonné évidemment le stent une fois mis en place et avec un résultat qui est bon puisque le malade a des suites parfaitement bien saines avec maintenant 18 mois de recul. Donc vous voyez qu'il a repris une fonction rénale correcte, il a une créatinine à 14. Ça c'est le scanner à 2 mois, donc où on voit le stent qu'on a mis qui va du tube chirurgical ici où il est ancré à l'aorte thoracique descendante, qui refoule ici le flap et qui engouffre le sang prioritairement dans la vraie lumière. Vous voyez que ça marche assez bien, la vraie lumière est relativement correcte. Et au niveau abdominal, vous voyez ce qu'on a fait un an avant marche bien. Ici la fenestration, vous voyez que ça marche bien les fenestrations. On a une énorme déchirure de l'aorte abdominale ici. Et vous voyez les deux stents rénaux qu'on a mis sur des dissections qui sont parfaitement perméables. Celui-là il est un peu écrasé parce qu'on l'a mis en cheminée pour essayer d'aller le plonger pour qu'il aille chercher le sang plus bas. Et donc le malade va très bien avec 18 mois de recul.
Voilà, donc ça c'est pas. On commence à voir des cas comme ça, des histoires de chasse dans la littérature, de malades auxquels on met des stents sur la crosse de l'aorte pour éviter de les réopérer, que ce soit des stents non couverts comme celui que je vous ai montré, ou des stents couverts pour traiter des dissections de type H chez des vieillards, mais c'est rarissime, ça je pense que vous serez d'accord, de voir la dissection de type A avec une petite porte d'entrée, une toute petite dissection, puis des zones d'atterrissage correctes, c'est vraiment rarissime. Mais enfin ça a été décrit dans la littérature. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, je vais passer la parole à André qui va vous montrer maintenant l'évolution sur le long terme, parce qu'une fois qu'ils ont survécu à la phase aiguë, reste à les surveiller, parce que souvent ils évoluent vers un anévrisme tardif ou vers des malperfusions chroniques. Donc,